Bonsoir et bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'On va plus loin. Et au programme ce soir, notre grand débat sur le 1er mai qui n'avait rien d'une fête hier, même si Paris n'a pas été la capitale de l'émeute comme annoncé. En raison d'un impressionnant dispositif policier, les syndicats n'ont pas réussi à manifester. Fait inédit, Philippe Martinez, le leader de la CGT, a dû quitter le cortège et la crainte des violences en a découragé d'autres. Inaudible, débordé, ce 1er mai a un goût amer pour les organisations syndicales. Faut-il y voir un signe de leur affaiblissement? C'est la question de notre débat ce soir. Et je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il oppose ce soir Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. Nous reviendrons sur les pistes du gouvernement pour financer la baisse des impôts sur le revenu. La suppression des niches fiscales des entreprises est à l'étude. Le MEDEF vent debout contre cette hypothèse a été reçu ce matin à Bercy. Une première réunion jugée constructive par Bruno Le Maire. Analyse et décryptage à suivre. À la veille de la journée mondiale de la liberté de la presse, gros plan ce soir sur les réfugiés de l'info. Ces consoeurs et confrères menacés dans leur propre pays. Ils sont accueillis depuis 17 ans par la Maison des journalistes à Paris. Qui sont-ils? Que deviennent-ils? Quel regard portent-ils sur le mouvement des Gilets jaunes? Alors que dans une tribune, plus de 300 journalistes dénoncent les violences policières et se disent empêchés de travailler. Alors avant de poser la question à Darline Cottière, la directrice de la Maison des journalistes, voyez ce reportage, ce portrait croisé de deux résistants. Il est signé Jonathan Dupriez. Cet endroit est le nouveau refuge d'Amin, journaliste yéménite. Une chambre parisienne de la Maison des journalistes, une association qui accueille les professionnels des médias étrangers menacés dans leur pays. J'étais journaliste pour un quotidien, j'ai couvert la guerre, mais ce sont mes positions contre le coup d'État des Houthis qui m'ont conduit à mon exil. Cela fait 4 ans que je suis loin de ma famille, et notamment ma famille professionnelle. Les journalistes ont payé le prix fort au Yémen. Certains ont été tués, jetés en prison, d'autres kidnappés. En moyenne, les résidents restent 8 mois pour régulariser leur situation. Ensuite, vient le temps de la réinsertion. C'est là vraiment qu'on va travailler sur cette insertion socio-professionnelle. Après, tout dépend également aussi si la personne est francophone ou non. Si elle ne l'est pas, pour trouver un travail, ça va être compliqué. Donc il y a tout un travail aussi d'apprentissage de la langue française en amont. Le lieu permet aussi de créer du lien entre les journalistes du monde entier. Hicham Mansouri est un journaliste d'investigation marocain, poursuivi dans son pays pour atteinte à la sécurité de l'État. S'il n'est plus hébergé ici, son passage lui a permis de se reconstruire. Je ne peux pas oublier mon passage au-delà de l'hébergement qui est bien sûr important. C'est des souvenirs ici, c'est des rencontres qu'on a pu faire ici. Et la maison de journaliste, c'est un peu le paradoxe, c'est que je découvre plutôt beaucoup de pays arabes comme la Syrie, comme l'Irak, et africains comme le Rwanda, etc. En France. Budget annuel de la Maison des journalistes, 380 000 €, dont la moitié financée par des médias. Depuis sa création, près de 400 professionnels étrangers ont été pris en charge par l'association. Et Darline Cottière nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes la directrice de cette Maison des journalistes. On voit à travers ces témoignages, certains n'ont pas souhaité témoigner à visage découvert. 4 ans après sa présence, le premier journaliste yéménite se sent encore menacé? Alors tout à fait, parce que ce sont des personnes qui ont fui leur pays en catastrophe, qui ont été pourchassées par des gouvernements, par des systèmes liberticides, on va dire. Donc ils craignent toujours pour leur sécurité, d'autant que leur famille est restée sur place. Donc ils doivent assurer quand même une certaine forme de distance par rapport à la presse, même si ça reste paradoxal, parce que ces journalistes, ils veulent toujours continuer leur travail de sensibilisation et leur travail d'information. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il faut faire attention. Racontez-nous l'histoire de cette Maison des journalistes. Comment a-t-elle été créée? Alors, ça part d'un constat tout simple de Danielle Ohayon, journaliste à Radio France. Une fois, elle avait engagé la conversation avec quelqu'un qui se trouvait à côté d'elle sur un banc public. Et au fil de la conversation, elle s'est rendue compte que c'était un SDF.
mais ce SDF, c'était un journaliste tchétchène, très connu dans son pays, qui avait fui en catastrophe, mais qui, malheureusement, s'était retrouvé à la rue parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour l'accueillir. Donc, c'est un journaliste qui ne parlait pas français. Donc, c'est là où elle a eu l'idée. Elle s'est dit déjà, donc c'est pas normal que la France accueille ces professionnels de l'information, ces hommes et ces femmes qui ont pris d'énormes risques pour informer leur population, mais pas uniquement. Voilà, qu'ils se retrouvent dans ces situations-là et de ne pas avoir un endroit pour être accueillis, pour être accompagnés, pour être soutenus. Donc, elle a créé cette maison avec Philippe Spinot. Et donc, le projet a évolué depuis sa création en 2002, donc avec le soutien de différents partenaires, bien sûr. On voit bien son rôle, hein. C'est un rôle de soutien, d'accueil. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette maison des journalistes pour les résidents? Alors, c'est vrai que c'est un lieu d'accueil, donc c'est un toit avant tout pour les journalistes. Ils restent chez nous en moyenne 8 mois. Mais au-delà de l'accueil, nous, on a à cœur justement de continuer avec eux ce travail d'information et de sensibilisation de l'opinion au respect de cette valeur fondamentale qu'est la liberté de la presse. Donc nous avons mis en place pour cela tout un ensemble de programmes. Donc je pense à notre programme phare qui s'appelle Renvoyé spécial. Donc les journalistes, ils vont partout en France rencontrer des jeunes en particulier pour témoigner de leur parcours d'exil, pour éveiller leur conscience sur l'importance justement de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Et avec tous les bouleversements sociaux qu'on connaît, donc on a dû adapter ce dispositif pour l'ouvrir à d'autres thématiques comme le vivre ensemble, la citoyenneté, la laïcité, surtout après les attentats de Charlie Hebdo notamment. Des journalistes qui restent en France, qui ont l'opportunité de repartir, travailler dans leur pays parfois? Alors la très grande majorité de nos journalistes restent en France, même si on a eu quelques retours symboliques au pays. On a eu un journaliste ivoirien qui est rentré après la chute de Laurent Gbagbo et un journaliste tunisien après le départ de Ben Ali. Donc ils ont repris tous les deux leur métier dans leur pays et ce sont des professionnels qui font un travail assez remarquable dans leur pays. C'est demain la journée mondiale pour la liberté de la presse. À cette occasion, il y aura cette exposition sur les grilles de l'Hôtel de Ville avec l'agence Magnum autour de ces notions d'exil, d'asile, d'accueil, de répression, de résistance, mais aussi ce sentiment parfois de déclassement qui est ressenti par vos résidents. C'est vrai que arriver en France dans ces circonstances, puisque ces hommes et ces femmes n'avaient pas planifié leur arrivée en France, donc ils arrivent en catastrophe, ils ont été poussés à l'exil. Se pose pour eux la question de l'insertion socio-professionnelle. Donc nous, c'est vrai qu'on a un journal en ligne, par exemple, l'œil de la Maison des journalistes, qui leur permet de rester dans le métier, ça leur donne une certaine visibilité, mais pour continuer à vivre du métier de journaliste en France, ça reste compliqué. Donc même pour les journalistes francophones, il y a cette difficulté-là. Pour les non-francophones, la difficulté l'est encore davantage. Donc nous, on essaye de développer des partenariats avec tout un ensemble de structures. Et pour la Journée mondiale de la liberté de la presse, c'est l'occasion pour nous de mettre en avant leurs talents, leurs compétences. Donc il y a ce grand événement qui va être présent, qu'on lance demain pour la Journée mondiale de la liberté de la presse avec l'agence Magnum Photo. Donc c'est un projet de regard croisé de journalistes exilés, réfugiés et de photographes internationaux sur des faits d'actualité, sur la situation, sur la France, sur leur parcours personnel. Sur la France, puisqu'il y a eu hier cette tribune signée par près de 300 journalistes. On va voir peut-être un extrait. Ils s'inquiètent finalement que depuis 3 ans, ils ont de plus en plus de mal à travailler. Vous le voyez, notre travail est devenu de plus en plus risqué, difficile, voire impossible. Nos conditions de travail se dégradent et notamment depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. On sait qu'il y a environ 90 journalistes qui se disent victimes de violences policières depuis ce mouvement. Ça fait réagir vos résidents. Quel regard portent-ils justement sur ce qui s'est passé hier? Alors c'est vrai que pour certains c'est une double répression. Je pense à l'un de nos journalistes syriens par exemple qui fait un travail remarquable en ce moment pour l'agence France Presse. Donc lui il a été victime de violences policières. Donc pour lui c'est une double répression on va dire parce que dans son pays il a connu la répression pour avoir montrer au monde ce qui se passait, ce qui se passe encore en Syrie, et se retrouver en France et vivre encore cette répression de la part des forces de l'ordre, pour lui, c'est la double peine. Donc,
c'est vrai qu'ils ont cette violence-là, cette répression qu'on voit, qui s'exerce en ce moment sur la presse, surtout quand la société va très mal. Donc ça interpelle nos journalistes et ça leur renvoie. Bien sûr, on ne peut pas comparer. Donc Zakaria, par exemple, qui a vécu toute cette répression en Syrie, donc c'est vrai qu'il a été gazé, qu'il a reçu des coups de projectiles, mais c'est pas la même répression qu'il a connue en Syrie, on va dire. Mais il n'empêche que, voilà, en tant que professionnel de l'information, ça remet en question, ça remet en cause la difficulté pour les journalistes d'exercer leur métier librement. Il faut être vigilant, quel que soit... Voilà, il faut rester vigilant, que l'on soit en France, en Syrie, en Turquie ou ailleurs. Donc, voilà, il faut quand même que les journalistes arrivent à exercer leur métier parce que sans eux, on ne peut pas comprendre ce qui se passe et on ne peut pas avoir les bonnes informations qui vont nous permettre de nous positionner et de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup, Darline Cottière, d'être venue sur le plateau de Public Sénat. Merci. OVPL continue avec le match des idées. Il oppose ce soir Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. On va revenir ensemble sur les annonces d'Emmanuel Macron, à commencer par la baisse d'impôts sur le revenu. Elle pourrait tourner au casse-tête pour le gouvernement, faute de financement. Alors une idée émerge, prendre dans la caisse des entreprises pour redistribuer aux ménages. Inacceptable pour le patronat qui était reçu ce matin à Bercy. Sandra Sercara. Pour faire des économies et financer les baisses d'impôts, le gouvernement veut supprimer certaines niches fiscales pour les entreprises. Des niches qui coûtent 40 milliards d'euros selon Bercy. Pas question de toucher au CICE et au CIR selon le ministre de l'économie. En revanche, la TVA réduite pour les restaurateurs est dans le viseur. Sa suppression rapporterait 3 milliards d'euros. Menacée également l'exonération de la taxe pour les carburants dans certaines activités ou encore le mécénat d'entreprise qui permet de défiscaliser à hauteur de 60%. Voilà les pistes envisagées et elles font déjà réagir le patronat. Est-ce que les 3 prochaines années du quinquennat vont être marquées par une augmentation des impôts des entreprises? On sait que ça ne marche pas. Malheureusement, on voit se dessiner, alors c'est une question aujourd'hui qui est encore ouverte, le retour de la politique de la demande qu'on a bien connue pendant 30 ans. C'est-à-dire on distribue du pouvoir d'achat, c'est bon pour l'économie à court terme parce que ça crée de la consommation. Mais comme notre outil productif, c'est-à-dire nos usines, grosso modo, ne sont pas compétitives, on creuse le déficit et finalement on détruit la croissance. Le MEDEF a été reçu aujourd'hui à Bercy. Pour tenter de calmer la grogne, le ministre de l'économie pourrait choisir une solution plus consensuelle en plafonnant les niches fiscales en fonction du chiffre d'affaires des entreprises. Et avec nous ce soir pour le match des idées, Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir, vous êtes directrice de la fondation IFRAP, c'est l'Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, et puis auteur de ce livre En marche vers l'immobilisme aux éditions Albin Michel. Face à vous, François Calfon, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste. On le disait, il y a eu cette réunion à Bercy, Agnès Verdier-Molinier. Le MEDEF a été reçu par Bruno Le Maire qui a jugé finalement cette entrevue plutôt constructive. Vous y croyez, vous, puisqu'on savait que le patronat était vraiment vent debout contre ces annonces, et bien de supprimer les niches fiscales des entreprises pour financer la baisse d'impôts sur le revenu? On comprend qu'il y ait une certaine interrogation pour les entreprises de France, puisque le président de la République dit qu'il y aura 5 milliards de baisse d'impôts sur les ménages, mais on va financer par des coups de rabot sur les niches pour les entreprises. Alors là, il y a quand même une petite question à se poser, parce que pourquoi arrêter le bonneteau fiscal pour les ménages entre la taxe d'habitation, les fiscalités sur le carburant, etc. Et puis maintenant, on va faire le balancier fiscal entre les ménages et les entreprises. Donc les impôts qu'on ne veut plus faire payer aux ménages, on va les envoyer vers les entreprises. Parce que qu'est-ce que c'est que baisser des niches fiscales? Eh bien, c'est augmenter la pression fiscale sur nos entreprises. Alors nous, à la Fondation IFRAP, on a voulu voir si véritablement nos entreprises avaient eu autant de cadeaux fiscaux que ça depuis 2011. Eh bien, en réalité, pas du tout. Oui, François Calfon. Bon, écoutez, tout n'est pas à prendre en bloc. Bon, la réalité, c'est qu'en 2 quinquennats, je dis bien en 2 quinquennats, finalement, les efforts de fiscalité entreprises-ménages, ils ont porté beaucoup plus sur les ménages que sur les entreprises, confère le CICE.
et le pacte de responsabilité, puis encore quelques gracieusetés comme la flat tax. Donc s'il y a un rééquilibrage à faire, il est bien dans ce sens-là. Ensuite, il faut prendre niche par niche. Soit on fait un coup de rabot généralisé, ce que semble faire, mais c'est une forme de paresse intellectuelle de Monsieur le maire, qui nous avait habitués à mieux, soit on regarde. Et il y a des rapports de la Cour des comptes. Toutes les niches seront examinées, nous dit le Mais moi, ministre de l'économie, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a une niche à plus de 2 milliards sur la TVA, sur la restauration. Donc en gros, pour aider les hôtels, cafés, restaurants. Depuis, il y a eu une révolution du fooding. Il y a plein de gens qui font de la vente à emporter. En réalité, ça n'a rapporté aucun emploi. Il devait y avoir une contrepartie. Il n'y en a pas eu et ça n'a pas fait baisser les prix. Je suis désolé, ça coûte cher aux finances publiques. Alors, Ensuite, sur la question de la niche copée, sur la question du mécénat, on peut sans doute gagner quelques milliards. Il ne s'agit pas de remettre en cause des politiques de compétitivité. Enfin, j'oserais quand même, sur la question du CICE, du pacte de responsabilité, je l'ai dit du temps du président Hollande, je le dis maintenant, là encore, il devait y avoir la vérification d'un certain nombre de contreparties emploi. Je sais qu'il y a le principe d'égalité face à l'impôt, mais enfin, on devrait plutôt s'orienter, et là, ce n'est pas des rabots sur des niches, c'est une révolution copernicienne de la fiscalité sur les entreprises, vers finalement des taxes qui taxeraient plus lourdement les importations, que de soi-disant avoir une taxe sur laquelle il y a du pouvoir d'achat, alors que les entreprises qui le touchent le plus, Carrefour, La Poste, la SNCF, pour ne pas le nommer, je parle du CICE, n'ont pas de risque de délocalisation. Si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des niches qu'on peut supprimer? Toutes n'ont pas fait preuve de leur TVA restauration. La TVA restauration, sur cet exemple, par exemple. Non, mais je trouve qu'en fait, on voit les choses par le petit bout de la lorgnette. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à débattre là-dessus sans retourner aux chiffres clés. En 2011, donc on est à la fin de la crise, il y a eu une crise en 2009, le gouvernement de Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à finalement correctement gérer les finances de ce pays. Et que se passe-t-il à ce moment-là, 2011-2012 ? Il se passe une surenchère, que ce soit du côté du gouvernement de Nicolas Sarkozy ou du côté de François Hollande quand il arrive au pouvoir, d'augmentation d'impôts sur nos entreprises. C'est à peu près une trentaine de milliards d'euros d'impôts supplémentaires qui arrivent en rafale sur nos entreprises. Et puis en 2013, il y a tout d'un coup le gouvernement de François Hollande qui se rend compte qu'on est en train d'empêcher la croissance de ce pays. Vous vous souvenez, à l'époque, on est sur une croissance atone et on voit très bien qu'on n'arrive pas à surmonter la crise. Là, CICE, pacte de responsabilité. Mais en fait, on ne fait que redonner ce qu'on a pris de l'autre main. Et j'ai les chiffres, puisque en 2011, on est à 393 milliards d'euros de fiscalité sur les entreprises. En 2017, on est à 459 milliards d'euros. Et en part de PIB, on est à 19 points de PIB en 2011 et on est à 20 points de PIB en 2017. Donc c'est-à-dire que malgré le CICE et le pacte de responsabilité, le poids des prélèvements qui pèsent sur nos entreprises a augmenté de 1 point. Vous êtes dans la doctrine. Entre Moi, 2011 et 2017. Regardez, je vais prendre des faits précis. Là, on est sur les vrais chiffres. Comme d'habitude, vous êtes sur la macro. La vraie fiscalité qui pèse sur nos entreprises. Ma réponse, c'est qu'il y a une espèce d'approche macro. Moi, j'ai proposé. C'est pas une espèce, c'est la réalité. C'est la fiscalité. Et vous ne pouvez pas dire le contraire, la fiscalité de nos entreprises a augmenté. Si je peux essayer de vous répondre. Sur le plan macro, je préférerais une fiscalité, ce qu'on appelle maintenant la taxe carbone à l'importation, qui soit finalement au profit de l'emploi local, plutôt que cette forme de fiscalité-là. Ça, je pense que ce serait une bonne base. De la même façon que la TVA sociale, même si c'est d'ailleurs ma propre famille politique qui l'a interdit en son temps, était une bonne mesure. Je pense qu'aujourd'hui, la taxe carbone à l'importation, ça c'est sur le plan systémique, donc je n'évacue pas. Mais ça ne doit pas nous interdire de discuter niche par niche, pas de toutes. Mais enfin, j'ai envie de dire, même sur le crédit impôt recherche que tout le monde loue, 6,5 milliards d'euros, tout le monde sait, quand on fait de la micro au niveau des entreprises, je ne parle pas des ETI, je parle des grands groupes, l'optimisation fiscale qui a été faite pour ça, et dont une partie seulement, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, sert effectivement au financement du maintien de la recherche et développement en France. Donc 6,5 milliards d'euros, sans doute qu'il y a 2-3 milliards. Alors pour Mme Verdier-Molinier, ça n'a aucune importance. Mais 2-3 milliards, eh ben, vous arrivez à 70% du financement de la baisse d'impôts. Pardon, ces niches fiscales servent aussi à corriger l'écart finalement par rapport aux autres pays, puisque les sociétés françaises sont très imposées. C'est que quand on regarde finalement le poids des prélèvements obligatoires, quand on prend les impôts, les taxes et les cotisations sociales, par rapport à la valeur ajoutée des entreprises, quand vous prenez les 15 pays les plus importants de l'Union européenne, la moyenne c'est 17%. La France est à 24%.
on est les plus chers sur les entreprises. Hein, on est à équivalence avec la Grèce, vous voyez. Et finalement, tous les autres sont en dessous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même avec nos niches fiscales, même avec les 44 milliards de niches fiscales, et on peut les regarder une à une. Hein, si François a envie, on a aussi tous les chiffres à la Fondation IFRAP. C'est pas difficile de les avoir. Mais en réalité, vous pouvez toujours dire qu'on va supprimer des niches. Mais à ce moment-là, on va être encore plus taxé par rapport aux autres pays. Et c'est là que notre compétitivité va être encore plus entachée. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut que nos entreprises s'en sortent, on veut qu'il y ait moins de taxes sur la production, on veut qu'à un moment ils puissent créer plus d'emplois, on veut qu'elles soient encore plus asphyxiées par l'impôt. C'est très dur de parler avec Agnès qui a beaucoup de talent. L'entreprise française, je vais vous faire agir juste après, François Calfon a touché 500 millions d'euros au titre du CICE. Vous savez peut-être à quoi je fais référence, c'est Auchan qui va se séparer de 21 enseignes déficitaires justement. Écoutez ces syndicalistes lorsqu'ils ont appris justement la présence de ce plan social. On s'aperçoit qu'on a été berné aujourd'hui puisque 21 sites sont touchés, donc c'est quand même assez énorme. C'est 800 salariés qui vont être demain dans des grandes difficultés alors d'ordre psychologique, social, financière. Et donc c'est une vraie onde de choc, c'est une vraie catastrophe sociale. On se sent effectivement trahi parce qu'aujourd'hui on a une enseigne qui, malgré ce qu'elle dit au niveau groupe, dégage des bénéfices. On a une enseigne qui a touché au niveau du groupe plus de 500 millions d'euros de CICE. Le CICE, c'est de l'argent public. Hein. Alors là, c'est un vrai scandale financier parce qu'on s'aperçoit que le CICE, à l'origine, était fait pour maintenir l'emploi dans les entreprises, aider les entreprises. Voilà, François Calfon. Écoutez, ça permet de répondre. Son objectif initial. Non, mais il n'y a jamais eu de demande de contrepartie, parce qu'en réalité, ceux qui l'ont initié ont raisonné comme Agnès Verdier-Molinier. C'est-à-dire, ils ont dit, en fait, on va faire une niche fiscale énorme, mais pour rétablir la compétitivité des entreprises. Sauf que c'est pas comme ça que les choses ont été présentées sur le plan de la contrepartie emploi. Une remarque quand même par rapport à ce qui a été dit. Encore une nuance, parce que les réponses globales n'y suffisent pas. C'est pas du tout la même chose si je dois choisir, moi, si j'étais aux manettes, entre des niches fiscales qui concernent les PME, ETI, qui créent 95% de l'emploi en France et qui sont à des niveaux de pression fiscale et sociale de l'ordre 24-25 et des grands groupes qui sont à 5 ou 6. C'est pas du tout la même chose. Je rentre sur le cas d'Auchan très rapidement. Il y a des raisons de CICE, ça a été très bien expliqué par le syndicaliste, j'ai insisté. Et puis il y a des raisons structurelles d'évolution du retail, comme on dit, du commerce, avec le fait que les gens ne veulent plus aller dans des périphéries de ville, c'est pas très écolo pour acheter. Et il y a des groupes qui ont une stratégie de proximité qui se révèle payante, qu'Auchan n'a pas eu. Est-ce que je peux répondre? Oui, très bien, pas de problème. J'essaie de globaliser sur Auchan. Sur le CICE, moi je trouve ça très dommageable qu'on revienne sur cette question de combien Auchan aurait touché de CICE. Et justement, on est dans le mal français là. C'est-à-dire qu'on surtaxe. Après, on dit, oh là là, vous êtes en train finalement de quasiment devoir mettre la clé sous la porte, vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à finir votre année dans le vert, alors on va vous donner une petite niche, et puis après on va vous dire... c'est 40 milliards en tout, hein. Non mais attendez, et 500 millions pour Auchan. Oui, mais pendant ce temps-là, on fait payer 459 milliards d'impôts aux entreprises. Donc arrêtons de dire qu'elles ne paient pas d'impôts. Donc on leur dit, pour vous en sortir, on va vous donner une possibilité de vous renflouer un peu, et après, certes, ils ferment 21 sites sur 600 et quelques en France, mais il y a aussi une question... 723 salariés sont concernés. Il y a aussi, oui, mais Auchan a été fondé sur quoi? Dans d'ailleurs une usine désaffectée de fil d'art. Fil d'art depuis, voilà, le monde bouge, les enseignes changent, etc., etc. Là, ils vont faire un appel pour avoir un repreneur. S'il n'y a pas de repreneur, ils vont accompagner tous les salariés, les 700 ou 800 salariés. Il y a des sites qui ne font plus le chiffre d'affaires, qui perdent de l'argent. Est-ce qu'on garde des sites qui perdent de l'argent ou est-ce qu'à un moment, ça doit muter aussi? François a rappelé qu'à un moment, le consommateur se tourne de nouveau vers les centres-villes. On dit qu'on n'a pas assez de petits commerces dans les centres-villes, que finalement les centres-villes sont devenus vides parce qu'on est allé construire des supermarchés à la périphérie. Et après, on dit c'est horrible parce que ceux qui font moins de chiffre d'affaires vont devoir fermer. Donc oui, ça bouge. Oui, le consommateur change. Oui, il y a des modifications du comportement. Mais d'un autre côté, c'est aussi la logique. Je pense qu'il y a un vrai sujet, si on fait un peu de micro. Auchan, c'est un groupe familial avec une complexité décisionnelle que la branche retail fonctionne relativement mal, et y compris, c'était un peu le même cas chez Peugeot, où il y avait une structure familiale. C'est beaucoup plus dur de faire de la croissance externe, finalement de la conquête à l'international quand vous appelez Auchan que quand vous appelez Carrefour. Donc ça, c'est une réalité. Ils essaient de rebondir avec des modèles basés sur l'entertainment, le loisir, etc. Mais cette branche-là est déficitaire. Pour autant,
je vais leur faire de la pub parce que moi, je reste un patriote, y compris nos entreprises. Et ils ont une très belle réussite avec l'entreprise Decathlon qui est connue mondialement. Est-ce que ça a mal été anticipé? Je crois qu'il y a des valeurs du groupe Auchan et je ne doute pas de la qualité de l'accompagnement. Et contrairement à Agnès, j'ai une pensée ce soir très forte pour tous les salariés qui vont perdre leur emploi. Attention, parce que c'est pas interchangeable. N'oubliez pas de dire qu'il y a une tradition aussi chez Auchan de participation des salariés au capital de l'entreprise. J'ai le droit d'avoir une pensée pour les salariés ce soir qui perdent leur emploi. Le sujet, c'est aussi qu'une entreprise, c'est toujours une entreprise en mutation. C'est vivant. Et quand elle mute, elle s'adapte aussi. Mais ça arrive, Agnès, vous avez du mal à dire une chose, que ça arrive, qu'il y ait des dirigeants d'entreprise qui fassent des erreurs. J'ai pas de mal à dire qu'il y ait des mutations. Ils ne sont pas jamais coupables, jamais responsables. Ils sont coupables et responsables des erreurs stratégiques qu'ils payent eux-mêmes et que leurs salariés payent. L'erreur stratégique, ce serait de ne pas accompagner les mutations. Ce serait ça l'erreur stratégique. Puisqu'après 4 années de rebondissement, le tribunal de grande instance de Strasbourg a enfin confié la reprise de cette aciérie à British Steel. Alors là, est-ce qu'on peut dire merci au Brexit, Agnès Verdier-Molinier? D'une certaine manière, peut-être, oui. On a vu qu'il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette affaire. Et là, l'issue est plutôt heureuse, avec la reprise justement de l'intégralité des salariés. Bon, c'est très positif, il faut le saluer. En plus, c'est un groupe qui est solide, qui est à 5000 salariés à l'international, qui va bénéficier aussi du savoir-faire d'Ascoval. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses à dire de positif. Et en plus, dans un site qui est plutôt moins polluant, plus avancé que ces autres usines. Donc là, il y a vraiment quelque chose à saluer, sachant que c'est vrai qu'il y a eu énormément de rebondissements sur ce dossier. Une France sans usine, c'était le mantra, n'est-ce pas, du capitalisme moderne d'il y a 30 ans. Tout le monde a bien compris que s'il n'y a pas de substrat industriel, on sera en grande difficulté, y compris sur des filières métallurgiques, puisqu'il a été dit pendant 30 ans, notamment en Lorraine, que les choses ne pouvaient pas fonctionner. Dunkerque est quand même beaucoup mieux positionné, comme par hasard, par rapport aux Britanniques. C'est pas la première fois que Dunkerque, qui dans l'histoire était bien positionné face aux Britanniques. Et je me réjouis avec le ministre, pour le coup. Alors, c'est pas sans arrière-pensée, puisque l'entreprise British Steel anticipe aussi les économies qu'elle va faire en ce qui concerne la taxe carbone, notamment. Alors, ça, j'ai envie, là, pour le coup, de rebondir positivement sur ce qu'a dit Agnès tout à l'heure. Si vous êtes en train de me dire que les entreprises ne sont pas des philanthropes, je ne le découvre pas ce soir, mais c'est la réalité. C'était ça ou une certaine forme de chaos, c'était la fermeture pure et simple. Donc on doit s'en réjouir et continuer à investir dans l'emploi industriel en France, et y compris dans les territoires, parce que c'était à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Et là, ça boucle avec ce qu'on a dit au départ. Ça demande d'avoir une meilleure compétitivité, ça demande d'avoir moins de taxes, ça demande d'avoir finalement, par rapport aux autres... Et protéger ces écosystèmes. On ne peut pas être sauvé que par le Brexit, il faut aussi se sauver nous-mêmes. Oui, et là, je trouve que... Dans la mondialisation actuelle... On ne peut pas attendre que des effets secondaires de mauvaises décisions de nos partenaires européens. Les bonnes décisions, c'est aussi à nous de les prendre. Si l'industrie... Laissez-moi finir, François. Si le problème de notre tissu industriel et s'il est aussi atteint par rapport à d'autres pays, c'est aussi qu'on a pris les mauvaises décisions par rapport à la question du temps de travail, par rapport à la question... vous êtes que sur les sujets du marché du travail. Non, de la taxation de la production dans nos entreprises, par rapport à la cotisation sociale et par rapport à un modèle social qui est trop cher. Alors que, bien sûr qu'il y a des décisions qui touchent au marché du travail, à la fiscalité, c'est votre spécialité, mais il y en a d'autres, on le voit bien. L'Europe a été d'une grande naïveté dans ses négociations commerciales face à la Chine, notamment sur la filière sidérurgique et l'acier. Et je pense qu'il est temps que l'Europe se ressaisisse, ce qui n'est pas le cas de l'actuelle Commission. On voit bien que la Chine protège ses intérêts, les États-Unis protègent leurs intérêts, avec y compris un certain succès sur le front de la croissance et de l'emploi. Il est temps que l'Europe arrête d'être l'idiot utile de la mondialisation qui ne protège ni ses intérêts et qui n'est pas capable de construire ses géants. C'est un peu facile de repousser la faute sur l'Europe, sachant qu'en Europe... Si vous niez la question des droits de douane, vous niez une grande partie de l'équation. En Europe, il y a des pays qui ont beaucoup plus d'industrie que nous, et vous le savez bien, et qui, regardez la croissance en Allemagne. Pour autant sont nos partenaires, et c'est pas parce que l'Allemagne a un trou d'air en ce moment qu'il faut... là, ça n'existe pas. Quand l'Allemagne a un trou d'air, pour vous, ça n'existe pas. C'est pas pour ça qu'il faut considérer que tout va aller mal pendant des années, c'est pas le cas.
Et la question, c'est pourquoi est-ce que nous, Français, nous avons détruit 1 million d'emplois dans l'industrie ces dernières années, alors que Est-ce qu'il les y a autres... des leçons à tirer quand même de ce cas Ascoval? On sait qu'on parlait de ces rebondissements. Mais parce qu'il y a une doctrine des élites, je l'ai dit tout à l'heure. Alors bien sûr, c'était M. Tchuruk qui avait dit ça, mais derrière, il y a toute l'inspection des finances, y compris à Bercy, la direction du Trésor qui a flingué finalement toutes les directions administratives liées à l'industrie et qui ne croit pas à l'usine, qui croit que c'est complètement ringard et qu'on peut vivre sans usine. Et il est démontré, et je suis heureux que droite et gauche l'ait compris, il est démontré qu'il faut un substrat industriel. Ah, c'est pas forcément des cheminées, hein, ça peut être les industries du futur. Mais sans ça, on ne va pas vivre simplement en sortant nos enfants de Sciences Po, pardon madame, qui vont faire du journalisme ou de la publicité. Il faut produire. Mais l'autre élément, c'est que dans tous nos territoires, il y a de l'industrie métallurgique. Partout, on voit... moi, je fais beaucoup de conférences, notamment dans ce cadre, avec des entrepreneurs de la métallurgie qui disent aussi qu'ils ont des problèmes pour trouver du personnel qualifié et qu'ils ont des problèmes pour avoir dans leur filière, finalement, la transmission du savoir-faire. Donc, l'industrie, effectivement, en France, si on n'y prend pas garde, elle peut continuer à se déliter, malgré quelques exemples comme celui-là, bien sûr, c'est positif et il faut s'en réjouir. Mais de l'autre côté, continuer sur l'ensemble du territoire français à revivifier notre industrie, et ça passe peut-être par la formation, c'est sûr, mais aussi, je le répète, par la baisse des taxes sur la production, par une fiscalité plus adaptée, par un modèle social qui est moins cher, par finalement une capacité de produire dans notre industrie moins cher, pour avoir de la qualité, mais avec un coût beaucoup moins important. Eh bien, merci. C'est la fin de ce match des idées. Merci à tous les deux. On continue, on va plus loin avec le grand débat ce soir. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Et puis le traditionnel défilé du 1er mai qui a peut-être échappé aux syndicats organisateurs. Avant même le départ, ils ont été débordés par la présence de Gilets jaunes et de Black Bloc. Philippe Martinez, leader de la CGT, a été contraint de quitter le cortège. Du jamais vu pour ce syndicat contestataire qui, comme les syndicats réformistes, ont échoué à faire converger les luttes. Alors pourquoi les syndicats sont-ils devenus inaudibles? Comment les Gilets jaunes ont-ils réussi à obtenir 17 milliards d'euros en 5 mois, bien plus efficacement que des années de syndicalisme? Comment rebâtir le dialogue social? Alors avant d'en débattre avec mes invités, on fait le point sur ce 1er mai bien agité avec Marie Brémond. Un service d'ordre débordé, le leader de la CGT évacué du cortège. Agression par des Black Blocs ou répression policière, les versions divergent. Toujours est-il qu'en ce 1er mai, les syndicats qui défilaient en ordre dispersé ont pu apparaître dépassés par des mouvements qui leur échappent. Mais Philippe Martinez se félicite avant tout de la forte mobilisation. C'est un excellent 1er mai parce que le 1er mai, c'est pas la fête des syndicats, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Et donc quand il y a beaucoup de monde dans la rue, c'est un succès pour ceux qui sont descendus dans la rue. Du monde dans la rue, certes, entre 150 000 et 300 000 personnes dans toute la France, selon les sources, mais moins de banderoles de syndicats dans les défilés, des Black Blocs aussi et surtout des Gilets jaunes. Dans le cortège parisien, on veut croire à la convergence des luttes. Mais syndicats et gilets jaunes, en général, c'est le même combat. Mais là, c'est plutôt les citoyens qui disent stop. Mais nous, on le dit, ça fait des années. À part que le gouvernement ne nous écoute pas. Des syndicats pas écoutés, pas entendus, comme un aveu d'impuissance. Alors qu'en quelques mois et après de nombreux samedis de manifestations, les Gilets jaunes ont réussi à faire plier le gouvernement. Résultat, plusieurs mesures chiffrées entre 17 et 20 milliards d'euros. Un message envoyé risqué pour le gouvernement, à croire qu'il vaut mieux pour être entendu descendre dans la rue que s'asseoir à la table des négociations. Et les invités de ce débat ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Soufi. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Journal du Dimanche en charge des questions sociales. Également sur ce plateau, Éric Ferrac. Bonsoir. Bonsoir. Essayiste, président de Tripalio, c'est un site d'information sur l'actualité sociale en France, sur la vie des branches et des partenaires sociaux. Bienvenue à vous. Jean-Claude Mailly est également sur ce plateau. Bonsoir. Ancien secrétaire général de Force ouvrière de 2004 à 2018. Et puis Raymond Soubi est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes le président de la société de conseil Alixio, spécialiste des questions sociales. Vous avez d'ailleurs été conseiller social de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Bienvenue à vous. Emmanuel Soufi, que s'est-il passé hier? On a vraiment le sentiment que les syndicats n'ont rien contrôlé finalement, ni sur le plan de leurs services d'ordre, ni sur le plan des luttes sociales. Alors, rien contrôlé, je vais peut-être vous trouver un petit peu dur. Le fait est qu'ils ont été clairement dépassés, un peu débordés. L'image de Philippe Martinez, donc secrétaire général de la CGT, exfiltré comme ça, avec son foulard autour de
la bouche pour éviter les gaz lacrymogènes. C'est vrai que c'est quand même une image complètement inédite. Également des manifestants qui l'égratignaient, pour ne pas dire qu'il insultait. C'est aussi quelque chose d'assez inédit. Le service d'ordre débordé, mais parce qu'il y avait aussi des consignes de maintien de l'ordre qui empêchaient le service d'ordre de fonctionner normalement, comme habituellement sur ces grands défilés syndicaux. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le fait que les mots d'ordre, les revendications, pourquoi on défile un 1er mai, quelles sont les attentes syndicales de la CGT. Je vous parle même pas du défilé de la CFDT qui était organisé ailleurs à Paris. On n'en a pas du tout entendu parler, mais qui s'est pourtant déroulé de façon assez calme. Mais bon, on a montré que les images plutôt de violence. Mais alors, les mots d'ordre, le pouvoir d'achat, les salaires, etc., tout ça s'est passé, mais complètement sous les radars. Donc, on garde un défilé plus en jaune qu'en rouge, oui. Votre analyse, Jean-Claude de Mailly, ça a été rappelé, Philippe Martinez contraint de quitter le cortège. Il est revenu par la suite, mais il n'est pas le seul. Bernadette Groison de la FSU aussi a dit on s'est fait voler notre manifestation. Là, on parle de la manifestation parisienne essentiellement. En province, c'était un peu différent. Bon. Si on regarde le nombre de manifestants et qu'on prend avec les écarts de chiffres habituels, bon, je dirais c'est un 1er mai correct. Voilà, un peu mieux que l'année dernière, il y avait une belle affluence. Oui, il y avait du monde, mais bon, c'est pas les grandes foules non plus. Mais il y avait du monde. Bon. Après, il y a plusieurs éléments. Il y a à la fois, vous avez vu, globalement, les gilets jaunes se sont mis devant les syndicats. Alors, il peut y avoir ici ou là des gilets jaunes qui vont aller rejoindre les cortèges syndicaux. Ça veut dire que, moi, de mon point de vue, moi, je ne crois pas à ce que d'autres appellent la convergence des luttes entre les gilets jaunes d'un côté et les syndicats de l'autre. Clairement pas hier, encore une fois. Non, mais je pense, comment voulez-vous faire une convergence entre des organisations syndicales structurées, avec des mandats, et une nébuleuse qui n'a pas de responsable, quoi. Donc c'est impossible de discuter. Troisième élément, mais je pense que Philippe Martinez en a rajouté un peu, si vous voulez. C'est pas la première fois qu'un leader, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, d'être exfiltré, comme on dit, parce qu'il y a des gaz lacrymogènes, parce que le service d'ordre voulait préserver la sécurité, etc. Bon, mais il a été clairement empêché de faire un point de presse, etc. Il l'avait mauvaise, ce que je peux comprendre. Là où je pense qu'il a tort, c'est de s'en prendre à la police. On règle pas ce problème. Est-ce que les syndicats se sont fait voler cette manifestation? À Paris, oui, puisqu'on tout le monde a parlé des violences, et qui étaient réelles, ce qu'on appelle les Black Blocs. Moi j'ai eu quelques militants, c'était les morceaux de goudron qui volaient, les boules de pétanque, etc., ou de l'essence. Bon. Donc il y a aussi parfois quelques militants syndicaux qui sont un peu permissifs avec les Black Blocs. Ça existe, ni à la CGT ni à FO, je le dis clairement, mais solidaire peut-être. Bon. Donc voilà, il faut dire les choses. Il y a des doutes quand même. Mais j'ai vécu ça en 2016, voilà, mais c'est le constat. Mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas parlé on n'a pas entendu parler des revendications hier. Pourquoi sont-elles inaudibles, ces revendications? De manière plus générale, pourquoi sont-ils inaudibles dans ces mouvements, les syndicats? Eh bien, parce qu'il y a d'abord un phénomène sur le syndicalisme, si vous me permettez, qui ne date pas du 1er mai. Lorsqu'on regarde l'évolution du syndicalisme, disons, sur les 10 dernières années, il y a quand même toute une série de clignotants négatifs qui se sont allumés sur la participation aux élections professionnelles, sur le nombre d'adhérents et surtout sur la perception qu'ont les salariés des syndicats que traduisent par exemple les enquêtes du CEVIPOF sur 10 ans. On voit très bien, si vous me permettez l'expression, qu'ils sont mis dans le même sac que les politiques et même, que les médias. Ce qui n'est pas un bon sac. C'est un sac de tout ce qui est un peu... C'est du vrac. Rejeté, en vrac, oui c'est ça, un peu en vrac. Donc les syndicats ne vont pas bien. Alors vous allez me dire, ailleurs... On va le voir peut-être, parce qu'on va voir le taux de syndicalisation, effectivement, et notamment en comparaison avec les autres pays européens. Déjà historiquement, le taux de syndicalisation en France sur les 20 dernières années est plus bas que dans la plupart des pays... 10% en France, selon les chiffres de la DARES en 2016, on va les voir. Par exemple, en Finlande, ça monte à 70%. Les comparaisons n'est pas... Voilà, si vous me permettez, vous avez une grande différence, c'est que dans ces pays-là, pour avoir droit à un certain nombre de services, il faut adhérer à un syndicat. Donc, vous avez une raison, j'allais dire, presque utilitaire et nécessaire. En France, vous n'avez pas besoin d'adhérer à un syndicat pour être couvert par la sécurité sociale. Les mutuelles, ça existe obligatoirement, mais souvent en dehors des syndicats et obligatoirement. Bref, vous adhérez à un syndicat, pourquoi? Parce que vous y croyez, essentiellement.
En plus, les accords que concluent les syndicats, ils sont applicables à tous les salariés. Par conséquent, ils ne s'appliquent pas aux seuls... Il n'y a pas de raison profonde à la différence d'autres pays. Cela dit, dans tous les pays européens, sauf l'Europe du Nord, prenons l'exemple de l'Allemagne qu'on nous cite, le taux de syndicalisation baisse. Donc partout, il y a un phénomène de repli syndical, sur lequel il faudra d'ailleurs s'interroger. Et ce que nous voyons là, au fond, c'est l'une des manifestations de ce repli syndical au moment où surgissent d'autres formes de lutte et de contestation, comme celle du Gilet jaune. Eric Bérec, justement, ces Gilets jaunes, ce sont des travailleurs qui ont du mal à boucler leur fin de mois et pourtant... Pas que. Oui, pas que. Mais il y a aussi des petits patrons qui ont du mal à survivre dans un univers hostile. Se retrouver, justement, être des adhérents de ces syndicats. Oui, mais c'est là, si vous voulez, qu'il y a probablement eu un malentendu dans l'histoire du syndicalisme français que tous ceux qui sont autour de la table connaissent très bien. C'est-à-dire que le diagnostic, et Raymond Soubi vient de le dire, il est posé depuis au moins 10 ans. Mais en réalité, au tournant des années 50 en France, on a fait le choix d'avoir un syndicalisme de gestion qui n'était pas tourné vers l'adhésion et qui était de fait représentatif. Ça a arrangé tout le monde, syndicats patronaux comme syndicats salariés, pendant des décennies, d'avoir des syndicats qui, au fond, n'allaient pas à la chasse à l'adhérent. Et ce taux de moins de 10%, il a arrangé tout le monde parce qu'au fond, c'était un équilibre avec un paritarisme de gestion qui était financé par des cotisations obligatoires, etc. Et il y a 10 ans, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait voulu réformer la représentativité syndicale en disant il faut désormais se tourner vers un syndicalisme d'adhésion car le modèle ancien, il est en bout de course. Au fond, on n'a pas vraiment réformé. On a essayé, mais comme souvent en France, on a fait les choses à moitié. On a fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Mais on savait depuis 10 ans que le système dont on a vu la décomposition hier entre Montparnasse et la place d'Italie... parce qu'en réalité, il y avait une alliance de gilets jaunes et de militants syndicaux. Moi, j'étais près de la manifestation à 17h. Il y avait la CGT qui était présente avec ses calicots, ses banderoles. Mais c'est vrai que les dirigeants syndicaux avaient été d'une façon ou d'une autre chassés. Et ce qui a été en cause hier, c'est cette espèce de bureaucratie syndicale qu'on a héritée de 60-70 ans de paritarisme de gestion, dont on sait qu'il est suffocant depuis des années et que tout le monde s'est dit allez, encore une petite tournée, on n'est pas prêt à disparaître. Oui. Non, je ne suis pas d'accord parce que... J'imagine. Oui, non, mais... Pourquoi on a historiquement construit une structure de la négociation collective, des rapports entre la loi et le contrat, des accords interprofessionnels, des accords de branche? C'est parce que nous, historiquement, on a été fidèles et attachés à la devise républicaine, égalité, liberté, égalité, fraternité. La devise républicaine d'égalité, c'est d'assurer un minimum d'égalité de droit entre les citoyens, si on parle de la loi, et entre les salariés, si on parle... Bon, ça, c'est l'objet des accords interprofessionnels, notamment, et des accords de branche. Ça est en train d'évoluer, je suis d'accord, puisqu'on va plus vers de la négociation d'entreprise, ce qui va exiger des syndicats une présence plus forte encore dans les entreprises, et donc de faire monter le taux d'adhésion. Maintenant, le paritarisme, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste de vraiment paritaire? La Sécu, elle est paritaire. Vous rigolez. La Sécu, il y a longtemps qu'elle n'est plus. Il restait même plus l'assurance chômage. Elle est présidée par des syndicalistes. Non, c'est pas parce que vous êtes président d'un conseil de surveillance que vous dirigez. C'est pas facile aussi pour les syndicats quand on voit que les Gilets jaunes ont pu obtenir quasiment 10 milliards en 5 mois. Écoutez à ce propos, Laurent Berger de la CFDT, je vous ferai réagir après Emmanuel Sophie. Tous les jours dans les entreprises, des femmes, des hommes se mobilisent au nom d'une organisation syndicale pour obtenir des avancées. 90% des salariés de ce pays sont couverts par un accord d'entreprise ou une convention collective signée par les organisations syndicales. Et donc, je le dis, depuis des années maintenant, et chaque jour au quotidien, dans les entreprises, nos militants obtiennent pour les salariés beaucoup plus que ce qui a été obtenu au mois de décembre. Voilà, arrêtez de dire que les syndicats n'ont rien obtenu, nous dit Laurent Berger. Je le disais, c'est pas facile quand on voit que les Gilets jaunes, finalement, ont obtenu 10 milliards en 5 mois, Emmanuel Sophie. Oui, mais alors, encore une fois, Laurent Berger, il a tout à fait raison de le souligner. Et c'est, à mon avis, le problème des syndicats, c'est qu'aujourd'hui, ils racontent pas ce à quoi ils servent, ils montrent pas quelle utilité ils ont. Donc, c'est-à-dire que, comme vous disiez, il y a une forme d'institutionnalisation syndicale. Alors, paritarisme, nous, on voit autour de la table ce que ça signifie, mais demandez à n'importe quel
l'essentiel de nos concitoyens. Le mot paritarisme en tant que tel, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas que l'assurance chômage, maladie, les retraites, tout ça, c'est géré par des syndicats de salariés et par des syndicats d'entreprises. Donc, il y a aussi quelque chose de... c'est devenu des conversations un peu d'experts, vous voyez, le syndicalisme. Mais pragmatiquement, il a tout à fait raison de rappeler que, bah oui, dans les entreprises aujourd'hui... Peut-être qu'ils sont... Enfin, pas tout à fait... 90% des salariés des grandes entreprises. Non, mais même dans les... Pas dans les TPE. Moi, je crois Raymond Soubi, je vous donnerai la parole après, Eric Grag. Allez-y. Allez-y, Raymond Soubi. Moi, je crois que sur le plan national politique, il y a une grande tradition française. L'Agirc-Arrco a été créé après la guerre. L'UNEDIC a été créé en 1958. Les dispositions de la formation professionnelle, l'accord de 71. L'organisme qui gère les retraites complémentaires. Donc il y a une grande tradition, très grande tradition nationale. Bon, elle est en train de mourir, comme ça a été dit. L'UNEDIC est à moitié financé par l'impôt, donc sa base est tombée. Pardon de vous peiner, mais la sécurité sociale est totalement entre les mains de l'État. Facialement, non. Mais dans les faits, c'est l'État qui pilote. Au départ, le président de l'assurance maladie était un syndicaliste, d'ailleurs FO, qui négociait avec les médecins. Aujourd'hui, vous avez un président de conseil de surveillance, j'ai rien contre, qui n'a absolument aucun pouvoir exécutif. Donc, la sécurité sociale est complètement étatisée. Donc, ça n'existe plus. Et je crois que pour en revenir au thème central des syndicats, pour donner un nouveau sursaut aux syndicats, il faut partir de l'entreprise. Il faut bien voir que nous entrons dans une période où il va y avoir de colossaux bouleversements sur l'emploi, sur les compétences. Regardez l'étude de l'OCDE qui dit que 15% des emplois vont disparaître dans les 15 ans et 35% des emplois vont être modifiés. Il y a des enjeux formidables. Il y a des gens à défendre. Et c'est d'abord dans les entreprises. Donc je crois qu'il doit y avoir une reconquête par les syndicats de leurs ouailles, c'est juste à s'y m'exprimer, autour de ces thèmes dans les entreprises. Et pourtant, Éric Veyrac, ce qu'on voit dans la rue, ça pourrait aussi donner envie de légitimer une forme de violence. Alors, attendez, moi, il y a plusieurs questions dans votre question. Si vous permettez, je vais dire 3 mots sur ce que dit Raymond Soubi. Sur la sécurité sociale, nous sommes bien d'accord pour dire qu'elle vit une époque de transition. C'est-à-dire que c'est bien l'État qui prend toutes les décisions, mais elle reste majoritairement financée par des cotisations sur le travail, et facialement, elle reste paritaire. Par le pouvoir. D'accord, mais justement, on est en train de vivre une phase de mise en adéquation entre la forme et la réalité, et je m'en félicite vivement, la fiscalisation des recettes de la sécurité sociale. Sur la question des gilets jaunes et de la violence, moi je pense qu'il y a 2 questions. Il y a quelque chose que les gilets jaunes ont réinventé et que les syndicats institutionnalisés ont complètement oublié, c'est ce que je vais appeler la fraternité, c'est-à-dire l'envie d'être ensemble sur un rond-point. La base du syndicalisme en France, c'est quand même des prolétaires, c'était ça au fond dans l'histoire, qui avaient envie de se lier ensemble pour défendre leurs intérêts. Ce côté fraternité, il a été complètement oublié par les organisations syndicales et Internet l'a de fait ringardisé. Et on voit bien que les ronds-points, ils ont remis cette dimension humaine, j'aime pas ce mot parce qu'on y met tout ce qu'on veut derrière, mais ils ont remis cette dimension conviviale sur le devant de l'action collective. Et ça, de fait, je pense qu'il faut que les syndicats français prennent acte de leur incapacité à avoir anticipé ce besoin nouveau de réactivation, on va dire ça, de convivialité qui a fait les Gilets jaunes. La violence... Objectivement, pour avoir vu un certain nombre de manifestations de syndicats non réformistes, je pense qu'il y a toujours eu une fraction anarcho-syndicaliste en France qui a adoré la violence. Là, c'est vrai que les Black Blocs sont d'une essence, on va dire une quintessence de la violence qui est de nature un peu différente, mais la violence n'a jamais été complètement absente du rapport de force sociale qui s'est mis en place entre les salariés et les employeurs. Ce qui ne veut pas dire que je le légitime. Peut-être, Non, rater... je ne partage pas ça. Enfin, il suffit d'aller dans une entreprise, alors pas dans une TPE, je suis d'accord avec vous par la force des choses, mais vous allez dans une entreprise où les syndicats, quel que soit le syndicat, est implanté, il y a une fraternité, etc. Alors, ce qui s'est passé... le phénomène des ronds-points. Si on regarde les guerres entre sections syndicales, la fraternité dans les grandes entreprises... Il n'y a pas de guerre chez les Gilets jaunes, arrêtez. Bon, alors, vous me dites les Gilets jaunes, c'est la fraternité, les syndicats, non. Je n'ai pas toujours trouvé... je dis les ronds-points. Alors, les ronds-points, oui, mais les ronds-points, c'est vrai que c'était un moment de socialisation, voilà. Mais de gens qui ne sont
certains syndiqués d'ailleurs, mais pas ou non syndiqués, ou en situation de précarité, ou artisans, ou petits employeurs qui avaient des problèmes, etc. Mais ok, moi ça je l'admets, mais on ne peut pas dire pour autant que les syndicats, même s'ils ont, c'est vrai, sont perçus aujourd'hui, en tous les cas les confédérations ou les organisations patronales, comme des institutions, au même titre que disait Raymond Soubi, que les partis politiques ou les médias ou le gouvernement. Ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire que le syndicaliste ne doit pas, y compris, investir sur de nouveaux terrains, ce qu'il fait d'ailleurs dans les VTC, dans les nouvelles formes d'emploi. Pas suffisamment, visiblement. Pas suffisamment, oui, mais en tous les cas, c'est vrai que, compte tenu y compris des évolutions en cours, les différents textes, etc., l'urgence pour les syndicales, quelle qu'elle soit, c'est effectivement accroître les implantations dans l'entreprise, c'est évident. Emmanuel, certains disent les Gilets jaunes, finalement, c'est le nouveau monde, et puis les syndicats sont restés dans l'ancien monde. Oui, alors c'est parce que aussi le président Emmanuel Macron a aussi un peu instauré cette espèce de fracture entre l'ancien et le nouveau monde, et donc les organisations syndicales seraient un peu renvoyées aux cavernes, aux hommes préhistoriques. Le fait est que moi je pense qu'il y a 2 points sur lesquels elles pêchent quand même, c'est-à-dire les modes d'action, parce qu'elles sont pour le coup, vous preniez le terme de ringardisées, mais elles sont ringardisées depuis un petit bout de temps, les pétitions en ligne, la loi travail, tout ça c'est pas il faut, je suis désolée, vous c'est pas la CGT. Mais ne décevez pas, Jean-Claude. Voilà, Nuit debout, pareil, c'était pas les syndicats, donc ça fait quand même très longtemps que voilà, sur les modes d'action, le grand défilé merguez, franchement, c'est avec les ballons de toutes les couleurs, c'est pas quelque chose qui fait que les gens ont envie de descendre dans la rue pour défendre une cause. Alors on défend une cause pour le climat, mais pas sous la bannière d'un syndicat, vous voyez, et comme non plus pas sous la bannière d'un parti politique. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration aussi des gens, je pense, à ne pas répondre à des mots d'ordre et donc à des modes d'action qui restent encore très traditionnels. Et l'autre axe sur lesquels, à mon avis, il faudrait que les syndicats s'interrogent, c'est effectivement leur représentativité dans tout un tas de fonctions, de métiers qu'elles n'ont pas aujourd'hui, et notamment sur tous ces précaires, tous ces contrats typiques. Vous demandez à un jeune freelance de vous citer un nom de syndicat, honnêtement, je pense que il va peut-être vous dire la CGT et encore. C'est-à-dire qu'on n'a même plus d'histoire syndicale. C'est-à-dire à l'école, on n'apprend pas non plus ce que c'est qu'une organisation syndicale, à quoi elle sert. Donc tout ça fait que ça les empêche aussi de progresser. On va continuer ce débat, mais je voudrais aussi vous faire écouter les réactions de Philippe Dallier, vice-président LR du Sénat, pour qui les syndicats ils doivent aussi faire leur autocritique, mais le gouvernement ne va pas tarder à avoir besoin d'eux. Écoutez. Le taux de syndicalisation dans ce pays a toujours été extrêmement faible et je n'ai pas le sentiment effectivement qu'ils aient inversé la tendance. Mais là aussi, je pense qu'il faut qu'ils s'interrogent sur le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que les Français... Il y a une désaffection vis-à-vis des partis politiques, c'est clair, mais il y a aussi une grande désaffection vis-à-vis du monde syndical. C'est regrettable pour ce gouvernement comme pour tous les gouvernements, parce qu'il vaut mieux avoir effectivement des mouvements syndicaux puissants avec qui on puisse discuter. Quand on a une crise comme celle des Gilets jaunes, on voit bien qu'on n'a plus d'interlocuteurs et ça pose des problèmes. Mais je pense que là aussi, les syndicalistes doivent faire leur autocritique. Beaucoup des décisions de ce gouvernement depuis 18 mois vont à l'encontre de ce qu'est le paritarisme. On l'a encore vu sur l'assurance chômage, il y a beaucoup de sujets sur lesquels les syndicats sont mis de côté et je pense que le gouvernement se trompe. Soubi, c'est aussi la faute d'Emmanuel Macron. Il porte la responsabilité de cet affaiblissement du syndicalisme. Il a beaucoup enjambé les partenaires sociaux. Il porte une partie de responsabilité et il tire les conclusions d'une situation dont nous parlons depuis maintenant 20 minutes. Mais ce que je crois, moi, profondément, c'est que partons des salariés, partons des gens qui sont au travail. Ils ont 2 besoins. D'être défendus. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir un rapport de force, de créer, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Les chefs d'entreprise, ce n'est pas un monde de bisounours. Donc ils ont besoin d'un rapport de force, 1. Et 2, ils ont besoin d'un rapport de force qui est transformé par un processus de négociation qui leur apporte des garanties et qui leur apporte des avantages. Et donc, pour que cet équilibre se fasse, il ne doit pas être décrété par un quelconque pouvoir. Il doit se créer sur le terrain par des organisations, je dis bien sur le terrain, qui sont fortes. Et qui sont fortes parce que les salariés se reconnaissent en elles et se reconnaissent dans leurs revendications. Et qu'en plus, si vous me permettez, il y a un renouvellement. Que ce ne sont pas toujours les mêmes représentants syndicaux depuis des lunes et des lunes. Et que je crois que dans les entreprises, tant les salariés que d'ailleurs les patrons, ont intérêt à l'émergence d'une nouvelle génération plus proche des
les aspirations de chacun. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que si nous n'y arrivons pas, ça va aller très mal. Parce que qu'est-ce qui fera... On parle des Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes, ils ne sont pas organisés. Les Gilets jaunes, ils protestent, ils contestent. Donc le volet contestation, ils l'assument. Mais le volet transformation des besoins et des aspirations, ils n'y sont pas. Ils ne sont pas prêts d'y être. Donc je crois que le tableau que nous faisons du syndicalisme n'est pas positif et qu'il y a une responsabilité de l'État pour lui donner plus de rôle et une responsabilité des syndicats eux-mêmes. Oui. Car on en aura besoin, c'est votre message, Éric Grague. Je pense que c'est tout un programme qui en effet mérite d'être porté. Moi, je trouve qu'on a une opportunité, c'est que les fameuses ordonnances Macron ou Pénicaud, comme on les appelle, sont une chance parce qu'elles ouvrent la possibilité de négocier des accords dans des très petites entreprises qui étaient jusque-là exclues. 95% des entreprises françaises sont des TPE et elles sont aujourd'hui ouvertes au champ de la négociation collective, ce qui était jusque-là impossible. Donc c'est une opportunité. Le problème, c'est que pour s'en emparer, il faut des syndicats de salariés qui réinventent leur action collective, et il faut des employeurs qui aient l'intelligence de s'emparer de ce dispositif comme d'un outil percutant pour faire progresser et développer leur entreprise, qui est loin d'être simple. Et pour le coup, c'est un changement de culture, et je pense que ni le syndicalisme patronal, ni le syndicalisme salarial ne sont aujourd'hui équipés en l'état. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, mais sont équipés en l'état pour faire face à cette possibilité de faire de la micro-négociation. Et ça, c'est un enjeu. Il reste à inventer l'action syndicale du XXIe siècle. Et on a 3 petits points de suspension devant nous pour l'inventer. Oui, Jean-Claude Mailly, quelle pourrait être sa forme, cette nouvelle action syndicale? Oui, non, mais moi je vois très bien dans les... Je n'ai pas cité d'entreprise, mais dans des entreprises où, par exemple les faux, où ça peut être dans une entreprise, un autre syndicat, est très fortement implanté, pas simplement de l'élection, mais des adhérents, on a des systèmes quasiment de co-construction qui existent et ça fonctionne d'une manière ou d'une autre, hein, y compris quand ces entreprises traversent des crises de restructuration, etc. Donc moi là-dessus, on va être d'accord, il y a effectivement nécessité de favoriser la négociation. Deuxième point, où là, je dirais, le gouvernement a, selon moi, une part de responsabilité. Pas surtout, hein, parce que ça remonte à des dizaines d'années. C'est sur la méthode. Conception du nouveau monde, il y avait comme un refus de discuter avec les interlocuteurs sociaux, que ce soit d'ailleurs les organisations syndicales ou les organisations patronales. Le problème, c'est quand on n'a personne pour négocier, il faut être 2. Or, si vous n'avez pas en face d'interlocuteur pour négocier, ben vous prenez le problème en plein dans la poire, d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Avec une conférence sociale annoncée lundi, on sait attention, il ne faut pas dire conférence sociale. Alors, c'est plus tout à fait le terme. Sommet social, conférence sociale, c'est Hollande-Sarkozy, ça ne va pas aller du tout pour Emmanuel Macron. On appelle ça une mobilisation. Mobilisation, qui est un terme syndical d'ailleurs. Pour l'emploi dans les territoires, avec justement les partenaires sociaux reçus à Matignon. C'est une tentative justement pour l'exécutif de les remettre un peu dans la boucle, ces syndicats? Oui, alors Laurent Berger de la CFDT a appelé depuis de nombreuses semaines déjà à l'organisation d'une sorte de Grenelle du social et de l'environnement. Alors est-ce que c'est une réponse du berger à la bergère, sans faire de jeu de mots peut-être, mais après, je ne sais, franchement, cette histoire a l'air assez floue. Alors emploi, transition, voilà. Vous remarquerez qu'ils sont invités. Il en aura besoin, notamment pour. Oui, alors il a élargi le cercle. D'ailleurs, il ne souhaite pas discuter qu'avec les organisations syndicales et patronales. C'est aussi des ONG, des élus locaux, des associations. Tous les corps intermédiaires négligés. Voilà, mais il élargit. Donc plus il y a de monde à la table, plus ça devient compliqué de discuter quand même. Oui, et plus il y a de monde à la table, moins le rôle des syndicats apparaît, puisqu'ils sont, si j'ose dire, dilués, j'allais dire, dans la masse. Vous voyez, et ça montre bien qu'au fond, il ne croit pas au rôle des... Il ne l'a pas compris, en tout cas. Et des corps intermédiaires. Et je trouve, si vous me permettez, que c'est très grave, parce que si la situation devient un jour difficile, elle n'est déjà pas facile, s'il n'y a pas d'interlocuteur pour discuter, pour trouver des solutions, pour endiguer les mouvements, et si parallèlement, dans la société politique, il y a de moins en moins de possibilités d'alternance politique en dehors de l'extrême droite, je crois qu'on va vers un monde
très difficile. Eh bien, merci à vous. Merci Raymond Soubi, merci Emmanuel Soufi, merci Éric Verhaeghe, merci à vous Jean-Claude Mailly d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de ce numéro d'On va plus loin. Merci à vous de l'avoir suivi. Invité de Territoire d'Info demain, Pascal Durand, candidat aux européennes sur la liste Renaissance de la majorité présidentielle. Et puis lundi, vous retrouvez Rebecca Fit aussi à cette même place. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.